À la fête de famille, j'ai trouvé ma fille de 4 ans en pleurs dans un coin, la main tordue dans un angle contre nature. Ma sœur était là, debout, en train de rire. Ce n'est qu'une blague. Elle fait du cinéma. Quand je me suis précipitée pour examiner la main blessée de ma fille, ma sœur m'a repoussée. Détends-toi. Je l'ai à peine touchée. Papa a ajouté, certains enfants marquent facilement. Maman a acquiescé. Arrête de faire une scène. J'ai giflé ma sœur de toutes mes forces en plein visage et j'ai pris ma fille dans mes bras pour partir. Maman a juré, prends ta bâtarde et ne reviens jamais. Papa nous a jeté un verre. Bon débarras, a ajouté mon frère. On se débarrasse enfin du drame. J'ai emmené ma fille d'urgence à l'hôpital où ils ont découvert que sa main était fracturée. Mais le lendemain matin, maman est venue chez moi, me suppliant à genoux. Le son des sanglots de ma fille a transpercé le bruit joyeux du barbecue familial comme un couteau. J'aidais ma tante à apporter les boissons de la cuisine quand je l'ai entendue, cette tonalité de douleur particulière que chaque mère reconnaît. Instantanément, mon sang s'est glacé. J'ai laissé tomber le plat que je tenais et j'ai sprinté vers le fond du jardin. Ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Ma fille de 4 ans, Ruby, était recroquevillée contre la clôture, son petit corps secoué de sanglots. Sa main gauche pendait à un angle qui m'a retourné l'estomac. Au-dessus d'elle, les bras croisés et un sourire narquois aux lèvres, se tenait ma sœur aînée, Véronica. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je crié, tombant à genoux à côté de Ruby. Son visage était strié de larmes et de morve, ses yeux écarquillés de terreur et de douleur. Véronica a levé les yeux au ciel d'un air théâtral. Ce n'est qu'une blague. Elle fait du cinéma. On jouait et elle est tombée. Tu sais comme les enfants sont maladroits. J'ai tendu la main doucement vers la main blessée de Ruby, mes doigts tremblants. Elle a gémi et a essayé de se retirer. Le poignet enflait déjà, prenant une vilaine couleur rouge violacée. Ce n'était pas une simple chute. Je connaissais ma fille et je savais faire la différence entre une vraie blessure et un caprice pour attirer l'attention. Ça, c'était réel. Jouer. Ma voix est sortie étranglée. Sa main est cassée. Je me suis approchée pour examiner Ruby de plus près, mais Véronica m'a violemment poussée à l'épaule. J'ai trébuché en arrière, manquant de perdre l'équilibre. Détends-toi, a claqué Véronica. Tu réagis toujours de manière excessive avec cette gamine. Peut-être que si tu ne la couvais pas autant, elle ne serait pas une telle pleurnicheuse. Le reste de ma famille s'était maintenant rassemblé, attiré par l'agitation. Mon père s'est frayé un chemin à travers la petite foule, son visage déjà crispé par l'agacement plutôt que par l'inquiétude. C'est quoi tout ce raffut ? Il a jeté un regard dédaigneux à Ruby, qui pleurait toujours. Certains enfants marquent facilement. Tu nous mets dans l'embarras devant tout le monde. Vous mettre dans l'embarras ? Je n'en croyais pas mes oreilles. Regardez sa main. Elle a besoin d'un médecin. Ma mère est apparue à côté de mon père, l'expression froide. Arrête de faire une scène. Tu gâches la fête pour rien. Véronica a dit qu'elle jouait. Les enfants se blessent en jouant. C'est normal. Je fixais ces gens qui étaient censés être ma famille, censés protéger mon enfant. Les sanglots de Ruby s'étaient calmés en gémissements, mais elle berçait sa main blessée contre sa poitrine, tout son corps tremblant. Elle entrait en état de choc. Quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis levée, j'ai marché droit sur Véronica et je l'ai giflée de toutes mes forces en plein visage. Le claquement a résonné dans le jardin soudainement silencieux. Sa tête a basculé sur le côté, et quand elle s'est retournée vers moi, une marque de main rouge vif s'épanouissait sur sa joue. Espèce de psychopathe, a hurlé Véronica, se tenant le visage. Je n'ai pas répondu. J'ai pris Ruby dans mes bras aussi délicatement que possible, en soutenant sa main blessée. Elle a enfoui son visage dans mon cou, son petit corps frissonnant. Alors que je me tournais pour partir, la voix de ma mère a fendu l'air. Prends ton enfant qui ne vaut rien et ne revient jamais. Nous n'avons pas besoin de ce drame dans nos vies. J'ai continué à marcher, mais j'ai clairement entendu mon père alors qu'un verre se brisait derrière nous. Il nous l'avait jeté,
manquant ma tête de quelques centimètres. Bon débarras. Tu as toujours été le problème dans cette famille. La voix de mon frère Aaron fut la dernière chose que j'entendis. On se débarrasse enfin de la reine du drame. Que la porte ne te frappe pas en sortant. Le trajet jusqu'aux urgences m'a semblé durer des heures, bien qu'il n'ait duré que 15 minutes. Ruby avait cessé de pleurer, ce qui m'effrayait plus que les larmes. Elle fixait le vide, gémissant de temps en temps lorsque la voiture heurtait une bosse. Maman est là, mon bébé, je murmurais encore et encore. À l'hôpital, ils nous ont pris en charge immédiatement en voyant la main de Ruby. Un jeune médecin aux yeux bienveillants l'a examinée doucement pendant que j'expliquais ce qui s'était passé. J'ai vu quelque chose changer dans son expression quand j'ai mentionné ma sœur. Le poignet est fracturé, a-t-il dit calmement après le retour des radiographies. Mais il y a autre chose dont je dois discuter avec vous. Le type de fracture correspond à une force de torsion, pas à une chute. Pouvez-vous me dire exactement ce que votre sœur a dit qu'il s'était passé ? Mes mains se sont mises à trembler. Elle a dit qu'elle jouait et que Ruby est tombée, mais Ruby ne peut pas me dire ce qui s'est vraiment passé. Elle est trop bouleversée. Le médecin a hoché lentement la tête. La loi m'oblige à signaler cela. La blessure montre des signes de préjudice intentionnel. Un enfant de cet âge ne se fracture pas le poignet aussi sévèrement lors d'une simple chute en jouant. Les heures suivantes se sont écoulées dans un brouillard de policiers, d'assistants sociaux et de personnel médical. Ruby a eu un plâtre violet qu'elle a choisi elle-même, bien qu'elle n'ait montré que peu d'intérêt pour les choix de couleurs. J'ai appelé mon patron et pris un congé d'urgence. Il était hors de question que je la quitte. Nous sommes rentrés vers minuit. J'ai porté Ruby à l'intérieur, l'ai bordée dans mon lit et me suis allongée à côté d'elle, écoutant sa respiration se régulariser à mesure que les analgésiques faisaient effet. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis notre départ de la fête. Je l'ai mis en silencieux, mais je pouvais voir l'écran s'allumer toutes les quelques minutes. 53 appels manqués, 37 messages, tous de membres de ma famille. Je n'en ai lu aucun. J'ai juste serré ma fille dans mes bras et pleuré en silence dans ses cheveux. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par des coups violents frappés à ma porte d'entrée. Un instant, j'ai paniqué, pensant que c'était peut-être Véronica. Mais quand j'ai regardé par le Judas, j'ai vu ma mère sur le porche. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Son maquillage était étalé. Ses vêtements étaient froissés. J'ai envisagé de ne pas ouvrir. Chaque instinct me disait de la tenir à l'écart de Ruby. Mais quelque chose dans son expression m'a fait hésiter. Elle avait l'air désespérée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. « Qu'est-ce que tu veux ?» À mon grand étonnement, ma mère est tombée à genoux sur le porche. De vraies larmes coulaient sur son visage. « S'il te plaît, » sanglotait-elle. « S'il te plaît, tu dois nous aider. Tu dois donner à ta sœur une chance de s'en sortir. » Pardon. Je n'arrivais pas à comprendre ce que j'entendais. La police est venue à la maison ce matin, a-t-elle haleté entre deux sanglots. Ils ont arrêté Véronica. Ils l'accusent de maltraitance infantile et de voies de fait. Ils ont dit qu'elle pourrait aller en prison pendant des années. Tu dois retirer la plainte. Tu dois leur dire que c'était un accident. J'ai senti ma mâchoire se décrocher, littéralement. Tu as perdu la tête ? Elle a cassé le poignet de Ruby. Le médecin a dit que c'était intentionnel. C'était un accident. La voix de ma mère est montée jusqu'à un cri. Elle ne voulait pas blesser Ruby aussi gravement. Oui, elle a été brutale, mais elle essayait juste de l'endurcir. Tu sais à quel point tu as rendu cet enfant fragile. Sors de ma propriété, ma voix était étrangement calme. Tout de suite. Tu vas détruire toute la vie de ta sœur pour ça. Elle s'est agrippée à mes chevilles. Elle pourrait perdre son travail, sa réputation, tout, pour une petite erreur. Une petite erreur ? J'ai arraché mes pieds de son emprise. Elle a fracturé le poignet de ma fille de 4 ans et en a ri. Vous étiez tous là à me dire que je surréagissais pendant que mon enfant souffrait le martyre. Vous nous avez jeté un verre. Vous avez traité Ruby de noms infâmes.
Et maintenant tu veux que je mente pour protéger Véronica? Nous sommes une famille. Elle était toujours à genoux, mais la colère commençait à remplacer les larmes. La famille se protège. Mais tu as toujours été égoïste. Tu t'es toujours fait passer en premier. Je protège ma fille. C'est ce que font les vrais parents. J'ai commencé à fermer la porte. Attends. Elle s'est jetée en avant, bloquant la porte avec son corps. Véronica a eu sa chance de s'excuser hier. Au lieu de ça, elle a ri de la douleur de Ruby. Vous avez tous eu vos chances. Vous avez choisi de m'attaquer à la place. J'ai poussé plus fort sur la porte. Bouge. Ton père te reniera. Elle a joué ce qu'elle pensait clairement être son atout maître. Il te déshéritera complètement. J'ai ri, un rire rauque et amer. Tu penses vraiment que l'argent m'importe après ce que vous avez fait à ma fille? Ruby vaut plus que chaque centime que possède papa. Maintenant, sors avant que j'appelle moi-même la police. J'ai réussi à fermer la porte et à la verrouiller. Ma mère a martelé la porte pendant encore 5 minutes, alternant entre les pleurs et les menaces hurlées. Finalement, elle est partie. Je l'ai regardée par la fenêtre tituber jusqu'à sa voiture, sortant son téléphone et appelant immédiatement quelqu'un, probablement mon père. Ruby est apparue dans le couloir, serrant son lapin en peluche, sa main plâtrée tenue soigneusement contre sa poitrine. C'était mamie? Oui, mon bébé. Mais elle est partie maintenant. Je n'aime plus mamie, a dit Ruby doucement. Sa voix était petite et effrayée. Ni tata Véronica. Elles sont méchantes. Je l'ai prise dans une douce étreinte, en faisant attention à sa main. Tu n'auras plus jamais à les voir si tu ne le veux pas. Je te le promets. Les jours suivants ont été un chaos. Une inspectrice est venue prendre ma déposition et m'interroger sur la dynamique familiale. L'inspectrice Sarah Morrison était une femme d'une 40aine d'années, avec des yeux bienveillants et une attitude pragmatique. Assise en face de moi à la table de la cuisine, son carnet ouvert, elle m'a demandé de tout lui raconter. Depuis combien de temps votre sœur est-elle physiquement agressive avec votre fille? La question m'a prise au dépourvu. Je ne pense pas qu'elle l'ait été avant. Du moins, pas que je sache. Ruby n'a jamais rien mentionné, et je n'ai jamais vu de bleu ou de marque. L'inspectrice Morrison a hoché lentement la tête. Et l'agression émotionnelle, les dénigrements verbaux, les traitements durs? J'y ai réfléchi attentivement. Véronica avait toujours semblé agacée par Ruby. Elle faisait des commentaires sur le fait qu'elle était trop sensible ou trop collante. Elle me disait que j'élevais Ruby pour qu'elle soit faible, mais je pensais que c'était juste sa façon de juger, pas qu'elle lui ferait du mal. Ruby a-t-elle déjà semblé avoir peur de Véronica? J'ai rejoué des souvenirs dans ma tête. Des fêtes d'anniversaire où Ruby restait près de moi quand Véronica était là. Des réunions de famille où elle disparaissait tranquillement à l'étage si Véronica commençait à jouer avec les enfants. J'avais mis ça sur le compte de la timidité de Ruby, mais maintenant, ces moments prenaient une signification sinistre. Je pense qu'elle était mal à l'aise avec elle, ai-je admis, la voix brisée. Et je n'ai rien vu. J'aurais dû le voir. L'inspectrice Morrison a tendu la main sur la table et a brièvement touché la mienne. Les parents ne peuvent pas tout voir, surtout quand d'autres membres de la famille sont impliqués. Les agresseurs savent bien cacher leur comportement. Ce n'est pas votre faute. Mais je sentais que c'était ma faute. J'étais sa mère. J'étais censée la protéger. Une assistante sociale est venue évaluer notre environnement familial et s'assurer que Ruby était en sécurité. Elle s'appelait Patricia Walsh et a passé 3 heures à inspecter chaque pièce, à vérifier le réfrigérateur, à examiner la chambre de Ruby, posant des questions sur notre routine quotidienne. C'était intrusif et humiliant, même si je comprenais pourquoi c'était nécessaire. Je dois vérifier que l'enfant se trouve dans un environnement sûr et stable, a-t-elle expliqué doucement. C'est la procédure standard dans les cas de violence familiale. Ruby s'est accrochée à moi pendant toute la visite, regardant cette étrangère fouiller dans nos vies. Quand Patricia a demandé à lui parler seule, les yeux de Ruby se sont remplis de larmes. C'est bon, ma chérie, l'ai-je rassurée.
Mademoiselle Patricia veut juste s'assurer que tu es heureuse ici avec maman. Tu peux tout lui dire. Ruby a hoché la tête, mais n'a pas lâché ma main jusqu'à ce que Patricia suggère qu'elle s'assoie dans sa chambre avec la porte ouverte pour que je sois juste à l'extérieur dans le couloir. Même là, Ruby n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers la porte, vérifiant que j'étais toujours là. Après le départ de Patricia, elle m'a dit qu'elle déposerait un rapport positif. Votre fille est clairement très attachée à vous. La maison est propre et sûre, et il n'y a aucun indicateur de négligence ou de maltraitance de votre part. Ma recommandation soutiendra votre garde exclusive. Le soulagement a failli me terrasser. J'ai dû emmener Ruby chez une psychologue pour enfants pour une évaluation, ce qui m'a de nouveau brisé le cœur alors qu'elle luttait pour expliquer ce qui s'était passé. La docteure Amanda Foster était spécialisée dans les traumatismes infantiles, et son cabinet était conçu pour être accueillant, couleur douce, jouet dans un coin, une petite table avec du matériel de dessin. Ruby n'a pas voulu parler au début. Elle est juste restée assise sur mes genoux, sa main plâtrée reposant délicatement sur son ventre, et a fixé le sol. La docteure Foster n'a pas insisté. Elle s'est simplement assise en face de nous et a colorié dans un livre de coloriage, en fredonnant doucement. Au bout d'une dizaine de minutes, Ruby a glissé de mes genoux et s'est approchée pour voir ce que la docteure Foster coloriait. C'était une scène de jardin avec des papillons. J'aime les papillons, a dit Ruby doucement. Moi aussi, a répondu la docteure Foster. Veux-tu en colorier un? Ruby a hoché la tête et a pris un crayon violet avec sa bonne main. Elles ont colorié ensemble en silence pendant un moment. Puis, la docteure Foster a demandé, si nonchalamment que cela semblait être une pensée après coup, tu te souviens de ce qui est arrivé à ta main, Ruby? Le crayon de Ruby s'est arrêté. Tout son corps s'est tendu. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas en parler, a poursuivi la docteure Foster, toujours en coloriant. Mais parfois, parler des choses qui font peur les rend moins effrayantes. Comme les monstres qui semblent très grands dans le noir, mais quand on allume la lumière, ils ne font plus si peur. Ruby a levé les yeux vers moi. Je lui ai fait un signe de tête encourageant, bien que mon cœur battait la chamade. Véronica s'est fâchée, a murmuré Ruby. J'ai renversé du jus sur ses chaussures. C'était un accident. Qu'est-ce qui s'est passé après que tu as renversé le jus? La voix de la docteure Foster est restée calme et douce. Elle a attrapé ma main très fort. Elle a dit que j'étais maladroite et stupide. La voix de Ruby est devenue plus faible. J'ai dit pardon, mais elle a tordu ma main. Ça a fait très mal et j'ai pleuré. Elle a dit d'arrêter de faire le bébé. A-t-elle lâché prise quand tu as pleuré? Ruby a secoué la tête, les larmes commençant à couler. Elle a tordu plus fort. Elle a dit que si je ne me taisais pas, elle me donnerait une vraie raison de pleurer. Puis elle m'a poussé dans le coin et a dit que si je disais à maman ce qui s'était vraiment passé, elle me ferait encore plus mal la prochaine fois. Ma vision s'est brouillée de larmes. Je voulais prendre Ruby dans mes bras et fuir cette conversation, ce cabinet, tout ça. Mais elle avait besoin de le sortir. Elle avait besoin d'être entendue. Lentement, avec les questions douces de la thérapeute, toute l'histoire est sortie. Véronica avait attrapé la main de Ruby pendant un jeu et l'avait tordue délibérément, en colère parce que Ruby avait accidentellement renversé du jus sur ses chaussures plus tôt dans la journée. Quand Ruby a commencé à pleurer, Véronica a tordu plus fort, lui disant d'arrêter de faire le bébé. Puis elle avait poussé Ruby dans le coin et lui avait dit que si elle me racontait ce qui s'était passé, elle le referait en pire. Ruby a également révélé des incidents plus petits que j'ignorais totalement. Des fois où Véronica lui pinçait le bras assez fort pour laisser des marques, toujours à des endroits couverts par les vêtements. Des moments où elle murmurait des choses cruelles à l'oreille de Ruby lors des réunions de famille. Un incident 6 mois plus tôt où Véronica avait enfermé Ruby dans un placard chez mes parents pendant 20 minutes pour la punir d'être trop bruyante. Ma fille de 4 ans avait été réduite au silence par les menaces de ma propre sœur, endurant des mois de maltraitance que j'avais complètement manqués. J'ai dû quitter la pièce pendant cette séance. Je suis allée dans le couloir et j'ai vomi dans les toilettes, tremblant si fort que je pouvais à peine tenir debout. Comment avais-je pu ne pas savoir? Comment avais-je pu amener ma fille auprès de quelqu'un qui lui faisait activement du mal?
La docteure Foster m'a trouvée là, assise sur le sol de la salle de bain, en sanglots. Ce n'est pas votre faute, a-t-elle dit fermement. Véronica ciblait spécifiquement les moments où vous ne regardiez pas. Elle a menacé Ruby pour la faire taire. Elle était prudente et calculatrice. Vous ne pouviez pas savoir parce qu'elle s'est assurée que vous ne le sauriez pas. J'aurais dû remarquer les signes, ai-je suffoqué. Peut-être, a reconnu la docteure Foster. Au cours des semaines suivantes, d'autres détails ont émergé lors des séances de thérapie de Ruby. Véronica avait apparemment été jalouse de l'attention que Ruby recevait des membres de la famille. Elle en voulait à Ruby de recevoir des cadeaux aux anniversaires et aux fêtes, alors que Véronica, en tant qu'adulte sans enfant, recevait moins d'attention. Elle avait fait des commentaires à Ruby sur le fait qu'elle était gâtée et ingrate. Le schéma était clair, Véronica avait systématiquement harcelé une enfant en bas âge par jalousie et par dépit. Les appels et les messages de ma famille ont continué sans relâche. Mon père laissait des messages vocaux m'insultant de tous les noms, exigeant que je retire la plainte. Sa voix commençait de manière contrôlée, presque raisonnable, puis se transformait en cri à la fin de chaque message. « Tu te crois tellement meilleur que nous », commençait un message. « Tu l'as toujours cru. Tu te promenais le nez en l'air, à juger tout le monde. Eh bien, regarde-toi maintenant. » Une mère célibataire avec une gamine abîmée, qui s'aliène toute sa famille. Tu finiras seul et misérable, et tu n'auras personne à blâmer à part toi-même. Un autre message était encore pire. Je t'ai mieux élevé que ça. Je t'ai donné un toit, de la nourriture, des vêtements, et c'est comme ça que tu me remercies? En essayant d'envoyer ta sœur en prison. Tu es ingrate et méchante, et j'ai honte de t'appeler ma fille. J'ai sauvegardé chaque message vocal, chaque SMS. Lisa Chen m'avait dit de tout documenter, que cela pourrait être utile plus tard pour montrer le schéma de harcèlement et d'intimidation. Aaron envoyait SMS sur SMS, prétendant que je déchirais la famille pour rien. Ces messages allaient de la culpabilisation à l'hostilité pure et simple. Maman est en morceaux à cause de toi. Elle pleure tous les jours. La tension de papa est au plus haut. Tu les rends littéralement malades. C'est ça que tu voulais, détruire tous ceux qui t'ont aimé? Véronica a fait une erreur. Une seule erreur. Tu n'as jamais fait d'erreur, toi? Tu es si parfaite que tu ne peux pas pardonner à ta propre sœur. Ruby ira bien. Les enfants sont résilients. Mais tu ruines toute la vie de Véronica. J'espère que tu es fière de toi. Quand maman et papa mourront du stress que tu leur causes, leur sang sera sur tes mains. Ruby grandira en sachant que sa mère a choisi la vengeance plutôt que la famille. J'ai bloqué le numéro d'Aaron après le 3e jour de messages constants. J'aurais dû le faire plus tôt. Divers oncles et tantes se sont impliqués, la plupart prenant le parti de Véronica, disant que j'étais vindicative et cruelle. Oncle Frank a envoyé un long email expliquant que Véronica avait toujours été un peu brusque et ne connaissait pas sa propre force, mais qu'elle était fondamentalement une bonne personne qui avait commis une erreur de jugement. Tante Karen m'a appelé à plusieurs reprises, laissant des messages sur le fait que je n'étais pas chrétienne, que je ne pardonnais pas. Elle citait des versets de la Bible sur le pardon et la loyauté familiale, ignorant commodément les passages sur la protection des enfants et la recherche de la justice. Ma cousine Jennifer, la fille de Karen, m'a envoyé un message sur Facebook me traitant de vipère et disant que j'avais toujours été jalouse du succès de Véronica. Elle affirmait que j'utilisais Ruby comme une arme pour me venger de Véronica pour un affront imaginaire. Le message était public, posté sur mon mur pour que tout le monde le voie, et plusieurs membres de la famille l'ont aimé et commenté en accord. J'ai supprimé mon compte Facebook ce soir-là. Je ne supportais pas de voir mes propres parents célébrer ma supposée méchanceté tout en défendant quelqu'un qui avait cassé le poignet d'une enfant de 4 ans. Mais au milieu de toute cette haine et de cette virulence, il y a eu quelques lueurs d'espoir. Mon cousin Marcus, le fils de l'oncle Frank, qui avait toujours été le rebelle de la famille, m'a envoyé un message privé de soutien. Je te crois. J'ai toujours pensé que Véronica avait un fond méchant. Elle me pinçait quand on était enfant et que personne ne regardait. Puis elle jouait l'innocente quand je me plaignais. Je suis désolée que toi et Ruby traversiez ça. Tu fais ce qu'il faut.
Une ancienne collègue de ma mère m'a contactée après avoir entendu parler de la situation par les rumeurs familiales. Ta mère m'a appelé pour me demander de te contacter et de te convaincre de retirer la plainte. Je lui ai dit absolument pas. J'ai vu comment Véronica traite les enfants lors des événements familiaux. Toujours brutale, toujours méprisante. Je ne suis pas surprise que cela soit arrivé, seulement que cela ait pris autant de temps. Reste forte. Seule ma tante Louise, la sœur cadette de ma mère, qui avait toujours été le mouton noir, m'a contactée avec son soutien. Elle a envoyé un simple SMS, « Je vous crois, toi et Ruby. Vous faites ce qu'il faut. Je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. » C'était le seul message qui m'a fait pleurer de soulagement plutôt que de rage. Louise m'a appelé le lendemain. « Je veux que tu saches que je ne leur parle plus, » a-t-elle dit. Ta mère m'a appelé pour me demander de te raisonner. Je lui ai dit que la seule personne qui a besoin d'être raisonnée, c'est elle. Elle m'a raccroché au nez. Louise, tu n'as pas à couper les ponts avec eux à cause de moi, ai-je protesté, bien que son soutien signifiait tout pour moi. Si, je le dois. J'ai vu ta mère permettre les mauvais comportements dans cette famille pendant des décennies. J'ai pris sur moi face à sa préférence pour Véronica et Aaron par rapport à toi. J'ai fait semblant de ne pas remarquer comment ils te traitent comme si tu valais moins. J'en ai fini de faire semblant. Ce qu'ils ont fait à Ruby est impardonnable, et leur réaction est encore pire. Louise est devenue mon roc pendant ces semaines difficiles. Elle venait nous voir tous les quelques jours, apportant à Ruby de petits cadeaux, des livres de coloriage, des autocollants, une nouvelle peluche. Elle n'a jamais poussé Ruby à parler de ce qui s'était passé, la laissant simplement être une enfant. Ma sœur est une idiote, m'a dit Louise un soir après que Ruby soit allée se coucher. Nous étions assises sur mon canapé à boire du thé. Elle avait une fille belle, intelligente et gentille, et une petite fille absolument adorable. Et elle vous a jeté toutes les deux pour protéger quelqu'un qui a blessé un enfant. Je ne comprendrai jamais. Elle a toujours préféré Véronica, ai-je dit doucement. Même quand on était enfant, Véronica était plus jolie, plus extravertie, plus réussie. J'étais la discrète, l'ennuyeuse. Non, tu étais celle qui avait une conscience et de l'intégrité, a corrigé Louise. Et ta mère t'en voulait pour ça parce que ça mettait en évidence son propre manque des deux. Les mots m'ont frappé durement parce qu'ils sonnaient vrais. Ma mère avait toujours semblé irritée par mes principes moraux, mon refus de mentir ou de manipuler pour réussir. Elle m'avait traitée de naïve et d'idéaliste, disant que je devais être plus pragmatique, plus disposée à contourner les règles. Maintenant, je comprenais que ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était que je devrais être plus comme elle, prête à ignorer les méfaits au nom de la commodité ou de la loyauté familiale. Le processus judiciaire a suivi son cours. L'avocat de Véronica a tenté d'arranger un accord de plaidoyer, mais le bureau du procureur n'était pas disposé à être indulgent. Ils avaient les preuves médicales, le témoignage de Ruby et mon récit de la réaction de la famille. Ils poursuivaient pour les chefs d'accusation maximaux. 3 semaines après l'incident, mon père s'est présenté chez moi. Contrairement à ma mère, il n'a pas supplié. Il s'est tenu sur mon porche, le visage dur et froid. « Tu as fait ton choix », a-t-il dit sèchement. « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Tu es déshéritée. Tu n'es plus la bienvenue aux réunions de famille. En ce qui me concerne, toi et cet enfant n'existez pas. » Bien, ai-je dit, adoptant son ton. Parce qu'en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de père qui défendrait quelqu'un qui a blessé mon enfant. Il a semblé surpris, comme s'il s'attendait à ce que je cède. Tu vas le regretter. Tu jettes toute ta famille. Non, papa. C'est vous tous qui nous avez jetés le jour où vous avez choisi Véronica plutôt que Ruby. Je ne fais que l'officialiser. J'ai fait une pause. Et pour information, Ruby n'est pas cet enfant. C'est ta petite fille. Ou plutôt, elle l'était, jusqu'à ce que tu prouves que tu ne la mérites pas, je lui ai aussi claqué la porte au nez. L'audience préliminaire était prévue 2 mois après l'incident. L'avocat de Véronica a déposé motion sur motion pour tenter de faire classer l'affaire, mais aucune n'a fonctionné. Les preuves étaient trop solides. Pendant ce temps, je me suis entièrement concentrée sur le rétablissement de Ruby.
Sa main guérissait bien physiquement, mais le traumatisme émotionnel était plus difficile à traiter. Elle faisait des cauchemars. Elle sursautait quand les gens élevaient la voix. Elle demandait constamment si tata Véronica allait revenir lui faire du mal. Nous allions en thérapie 2 fois par semaine. J'ai lu tous les livres de parentalité sur les traumatismes infantiles que j'ai pu trouver. J'ai réorganisé tout mon horaire de travail pour être plus à la maison. Mon patron, heureusement, a été compréhensif et m'a laissé travailler à distance la plupart du temps. Ruby a lentement commencé à aller mieux. Les cauchemars sont devenus moins fréquents. Elle a recommencé à jouer avec ses jouets, à sourire davantage. Le plâtre a été retiré après 6 semaines. Et bien que son poignet soit encore faible, le médecin a dit qu'elle retrouverait une fonction complète avec de la kinésithérapie. Un après-midi, environ 6 semaines après les faits, Ruby et moi faisions des biscuits dans la cuisine. Elle mesurait soigneusement la farine avec sa bonne main, la langue sortie en signe de concentration. « Maman » a-t-elle dit soudainement. « Est-ce que je suis méchante ?» Mon cœur s'est serré. « Quoi ? Non, mon bébé. Pourquoi penses-tu ça ? Parce que mamie a dit que tu m'éloignais de la famille parce que je suis méchante. » Sa lèvre inférieure a tremblé. Et tata Véronica m'a fait mal parce que j'ai renversé du jus. Je ne voulais pas le renverser. Je me suis agenouillée pour que nous soyons au même niveau, prenant doucement ses 2 mains dans les miennes. Écoute-moi très attentivement, Ruby. Tu n'es pas méchante. Tu n'as jamais été méchante. Renverser du jus était un accident. Tout le monde a des accidents. Ce que tata Véronica a fait était mal. Ce que mamie et papy ont dit était mal. Tu n'as absolument rien fait pour mériter tout ça. Alors pourquoi ils ne m'aiment pas ? La question est sortie comme un murmure. Je l'ai prise dans mes bras, oubliant les biscuits. Certaines personnes ne savent pas comment aimer correctement, ma chérie. Mais c'est leur problème, pas le tien. Et tu sais qui t'aime ? Moi, tellement que mon cœur pourrait éclater. Et tante Louise t'aime. Et mademoiselle Jennifer du travail de maman t'aime. Elle demande de tes nouvelles tout le temps. Et ta maîtresse et tes amis et toutes les personnes qui comptent vraiment. Elle a reniflé contre mon épaule. D'accord, maman. Et un jour, ai-je ajouté, tu comprendras qu'avoir quelques personnes qui t'aiment vraiment, c'est mieux que d'avoir plein de gens qui font semblant. La qualité plutôt que la quantité, tu te souviens ? Elle a hoché la tête, se reculant et essuyant ses yeux. On peut quand même faire les biscuits. Absolument. Et on va faire les meilleurs biscuits du monde entier. La date de l'audience est arrivée. Je la redoutais, inquiète de l'effet que cela aurait sur Ruby. Le procureur m'a assuré que Ruby n'aurait pas à témoigner en personne. Ils avaient sa déclaration enregistrée et l'évaluation de la thérapeute, mais je devais quand même être là. J'ai demandé à tante Louise de garder Ruby pour la journée. En entrant dans le palais de justice, mon estomac s'est noué d'anxiété. C'était la première fois que je revoyais Véronica depuis la fête, la première fois que je voyais la plupart de ma famille. Ils étaient tous là, dans le couloir devant la salle d'audience. Mes parents, Aaron, plusieurs oncles et tantes, tous regroupés autour de Véronica comme si elle était la victime. Quand ma mère m'a vue, son visage s'est tordu de rage. La voilà, a-t-elle sifflé assez fort pour que tout le monde entende. La fille qui a détruit sa propre famille. Je suis passée devant eux sans répondre, la tête haute. Mais j'ai entendu chaque mot qu'ils murmuraient. Traîtresse, vindicative, sans cœur, reine du drame. La voix de mon père a tranché, morte pour moi. J'ai senti des larmes piquer mes yeux mais j'ai refusé de les laisser couler. Pas ici, pas devant eux. À l'intérieur de la salle d'audience, je me suis assise du côté du procureur. L'audience elle-même a été relativement rapide. Le procureur a présenté les preuves médicales, les photographies des blessures de Ruby, le témoignage de l'expert sur le type de fracture. Ils ont diffusé l'enregistrement audio de la séance de thérapie de Ruby où elle décrivait ce que Véronica avait fait. Entendre la petite voix effrayée de ma fille résonner dans la salle d'audience, décrivant comment sa tante l'avait blessée et menacée, j'ai dû m'agripper au banc devant moi pour ne pas m'effondrer complètement.
L'avocat de Véronica a soutenu que c'était un accident, que Véronica avait joué trop brutalement mais n'avait aucune intention malveillante. Il m'a dépeinte comme une mère surprotectrice qui avait exagéré les choses à cause de tensions familiales préexistantes. Le juge a tout écouté, son expression impassible. Quand les deux parties ont eu terminé, il a examiné ses notes pendant ce qui a semblé une éternité. Finalement, il a parlé. Sur la base des preuves médicales et du témoignage de l'enfant mineur, je trouve qu'il y a des motifs suffisants pour procéder à un procès. L'accusé restera en liberté sous caution aux conditions existantes. La date du procès est fixée dans 3 mois. Véronica a fondu en larmes. Ma mère s'est mise à sangloter bruyamment. Je suis restée assise là, engourdie. Alors que nous sortions de la salle d'audience, ma mère m'a acculée dans le couloir. « Tu es contente maintenant ?» a-t-elle exigé. « Tu envoies ta propre sœur en prison. »« Non » ai-je dit doucement. Véronica s'est envoyée elle-même en prison quand elle a choisi de blesser ma fille. Je m'assure juste qu'elle en subisse les conséquences. C'est ta sœur. Comment peux-tu lui faire ça? J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Comment as-tu pu faire ça à ta petite fille? Comment as-tu pu rester là à la regarder souffrir et me dire que je faisais une scène? Comment as-tu pu la traiter de ces noms? Comment as-tu pu nous jeter un verre? Le visage de ma mère est devenu rouge. Nous étions en colère. Tu as giflé Véronica devant tout le monde. Après qu'elle ait cassé le poignet de Ruby et en ait ri. Ma voix était stable maintenant, glaciale. Tu as raison sur une chose, cependant. Nous en avons fini. Ne me contacte plus. Ne viens pas chez moi. N'essaie pas de voir Ruby. Tu as fait ton choix ce jour-là, et je fais le mien maintenant. Je me suis éloignée, et cette fois, personne ne m'a suivi. Les 3 mois avant le procès ont été étonnamment paisibles. Sans le drame constant et la toxicité de ma famille, ma vie semblait en fait plus calme. Ruby a continué à s'améliorer en thérapie. J'ai eu une promotion au travail. Tante Louise est devenue une présence régulière dans nos vies, la figure de grand-mère que Ruby méritait. Ma famille, pendant ce temps, s'est apparemment effondrée. Tante Louise me tenait au courant, bien que je lui ai dit que je ne voulais pas vraiment savoir. Elle me l'a dit quand même. Mes parents avaient pris une 2e hypothèque sur leur maison pour payer les frais de justice de Véronica. Aaron s'était violemment disputé avec papa à propos d'argent et avait déménagé. Divers parents avaient pris parti, divisant la famille en factions. Il réalise trop tard que tu étais le ciment qui tenait tout ensemble, m'a dit Louise un jour autour d'un café, pendant que Ruby jouait dans l'autre pièce. Tu as toujours été celle qui organisait les fêtes, se souvenait des anniversaires, apaisait les disputes. Sans toi, ils sont tous à couteau tiré. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit, et je le pensais. Le procès a duré 1 semaine. C'était épuisant. J'ai dû témoigner de ce que j'avais vu. Des experts médicaux ont expliqué les blessures de Ruby avec des détails crus. La thérapeute a témoigné de l'impact psychologique sur Ruby. Des témoins de moralité pour Véronica l'ont dépeinte comme une tante aimante qui avait fait une terrible erreur. Mais le dossier de l'accusation était solide. Le témoignage enregistré de Ruby était accablant. Les preuves matérielles étaient irréfutables. Et quand Véronica a pris la barre pour sa propre défense, elle a commis une erreur critique. Lors du contre-interrogatoire, le procureur lui a demandé pourquoi elle m'avait dit de me détendre si Ruby était vraiment blessée. Parce qu'elle faisait du cinéma, a claqué Véronica. Cette gamine pleure pour un rien. Je savais que ce n'était pas si grave. Mais les dossiers médicaux montrent une fracture complète du radius, a insisté le procureur. Comment une enfant de 4 ans est-elle censée ne pas pleurer pour ça? Elle pleure quand son toast est mal coupé. La frustration de Véronica était palpable. Comment étais-je censée savoir que cette fois c'était différent? Donc, vous dites que vous manipulez régulièrement l'enfant avec assez de brutalité pour ne pas pouvoir faire la différence entre ses pleurs dues à une blessure grave et ses pleurs dues à des contrariétés mineures? Véronica a réalisé son erreur trop tard. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, le mal était fait. Le jury a délibéré moins de 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation,
maltraitance infantile, voies de fait et mise en danger d'autrui. Véronica s'est effondrée sur sa chaise, en sanglots. Ma mère a gémi comme si quelqu'un était mort. Mon père est resté assis là, le visage de pierre. Je n'ai ressenti que du soulagement. Lors du prononcé de la peine 2 semaines plus tard, le juge a condamné Véronica à 3 ans de prison, suivi de 5 ans de probation avec interdiction de contact non supervisé avec des mineurs. Elle a également été condamnée à payer toutes les factures médicales et les frais de thérapie de Ruby. Ma mère a tenté une dernière fois de m'approcher sur le parking du palais de justice après coup. « J'espère que tu es satisfaite », a-t-elle craché. « Tu as ruiné sa vie. » « Non », ai-je répondu calmement. Elle a ruiné sa propre vie quand elle a choisi de blesser une enfant innocente. Et tu as ruiné toute chance de relation avec ta petite fille quand tu as choisi de défendre son agresseur au lieu de la protéger. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vivez avec. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie, les laissant là. Je n'ai jamais regardé en arrière. C'était il y a 8 mois. Ruby se porte à merveille maintenant. Elle est en maternelle et s'épanouit. Elle a eu 5 ans il y a 3 mois, et la voir souffler ses bougies a été l'un des moments les plus heureux de ma vie. Sa main est entièrement guérie, sans séquelles physiques. Elle voit toujours sa thérapeute 1 fois par mois, plus pour un suivi que pour un traitement actif. Elle est heureuse, joueuse, et les cauchemars ont complètement cessé. Tante Louise est maintenant, Mamie Lou, et elle est merveilleuse avec Ruby. Elle est venue à la remise des diplômes de maternelle de Ruby la semaine dernière et a pleuré des larmes de joie. Elle emmène Ruby manger une glace tous les samedis. Elle est tout ce que ma mère aurait dû être mais a choisi de ne pas l'être. Je me suis construit une nouvelle famille de cœur. Des amis du travail, des voisins, d'autres parents de l'école de Ruby. Des gens qui se soucient vraiment de nous, qui sont là quand nous en avons besoin, qui célèbrent nos victoires et nous soutiennent dans les épreuves. Parfois, Ruby pose des questions sur ses autres grands-parents ou sa tante. Je lui dis la vérité, en des termes adaptés à son âge. Qu'ils ont fait de mauvais choix et que nous avons dû garder nos distances pour rester en sécurité et en bonne santé. Elle semble l'accepter. Les enfants sont remarquablement résilients quand ils se sentent en sécurité et aimés. La semaine dernière, ma mère a envoyé une lettre chez moi. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée. Elle était pleine d'apitoiement et de manipulation. À quel point c'était difficile sans moi. Combien Ruby leur manquait. Comment je devrais pardonner à Véronica parce qu'elle a payé sa dette à la société. Comment les familles devraient rester unies. Pas une seule fois elle ne s'est excusée pour ce qu'ils avaient fait. Pas une seule fois elle n'a reconnu le mal qu'ils avaient causé à Ruby. Tout tournait autour de leur douleur, de leur lutte, de leur désir que les choses redeviennent comme avant. J'ai brûlé la lettre dans la cheminée. Ruby et moi avons fait griller des guimauves sur les flammes et fait des s'mores. Elle a ri, s'est mis du chocolat partout sur le visage, et j'ai pris une centaine de photos parce que c'est ça, la vie maintenant. La joie, la sécurité, et choisir les gens qui nous choisissent en retour. Parfois, on me demande si je regrette d'avoir coupé les ponts avec ma famille. La réponse est simple, pas une seule seconde. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt, avant qu'il n'ait eu la chance de blesser ma fille. Ruby est ma famille. Tante Louise est ma famille. Les amis qui se sont ralliés à nous sont ma famille. La famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de qui est là quand les choses deviennent difficiles, qui protège les plus vulnérables, qui choisit l'amour plutôt que l'ego. Ma famille biologique a spectaculairement échoué à ce test. Et pendant que je suis sûre qu'ils sont assis à se plaindre de la façon dont j'ai tout détruit, je suis ici, à construire une vie remplie de gens qui comprennent ce que signifie le véritable amour et la loyauté. Ruby vient de m'appeler de sa chambre. Elle veut que je lui lise une histoire pour s'endormir. La même fille qu'ils ont traitée de « sans valeur », qu'ils ont jetée comme un déchet, qu'ils ont blâmée pour s'être défendue après avoir été blessée. Elle est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et la protéger a été le choix le plus facile que j'ai jamais fait. Je ferai le même choix à nouveau, sans hésiter une seule seconde.